Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, 3 doctorants ont remporté le Grand Prix des James Dyson Awards pour leur capteur SmartHeal. Intégré dans un pansement, ce capteur intelligent permet de détecter d'éventuelles infections sans qu'il ne soit nécessaire de changer le pansement. On va voir ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne, qui va nous accompagner tout au long de cette émission comme d'habitude. Jeanne, avec vous, direction le Palais des Papes aujourd'hui puisqu'a lieu une exposition fantastique apparemment intitulée Palazzo et signée Eva Jospin. Absolument, c'est jusqu'à janvier, on peut y voir donc à Avignon les folies sculpturales d'Eva Jospin. Je vous emmène y faire un tour et vous allez voir, en effet c'est magique. Et on voit ça tout de suite. Et puis juste avant, à l'heure où 70% des 15-25 ans déclarent s'informer grâce aux réseaux sociaux, les jeunes ont-ils encore le temps et l'envie de lire? Comment les choisissent-ils justement ces livres? Comment s'informent-ils aussi? Et puis quel type de lecteurs sont-ils devenus? Réponse avec notre invité du jour, Guillaume Debègue, le cofondateur de Glyph. Bonjour Guillaume. De tout ça, on va en parler dans un instant, mais d'abord, focus. Alors qu'on estime qu'1 à 2% de la population sera confrontée un jour dans sa vie à une plaie chronique, 3 inventeurs ont créé SmartHeal. SmartHeal, c'est un pansement intelligent qui permettra de mieux cicatriser les plaies, mais aussi de mieux déterminer les traitements à apporter justement. Ces 3 hommes qui veulent changer le monde ont récemment gagné le James Dyson Award. Les détails avec Xavier Terrade. Tomasz, Dominic and Piotr, I'm very pleased to tell you you're the international winners. Tomasz Ragzinski, Dominik Baraniecki et Piotr Walter sont les grands gagnants internationaux des James Dyson Awards 2022. Ils sont les créateurs de SmartHeal, un pansement intelligent qui permet de mieux cicatriser les plaies. Gagner le prix va beaucoup nous aider pour les années à venir et nous permettre de tester la compatibilité biologique et commencer à envisager les pistes cliniques. James Dyson Awards est une grande opportunité pour nous d'envisager quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait donner l'espoir de changer le monde. Avant de changer le monde, les 3 créateurs sont pour le moment prêts à révolutionner le monde de la santé avec SmartHeal. Alors qu'on sait que changer un pansement trop souvent peut entraîner des infections et une perturbation des tissus, SmartHeal peut évaluer l'état de la plaie et détecter une infection sans retirer le pansement et donc sans perturber les tissus. Après analyse des données, les professionnels de santé peuvent prescrire le traitement approprié pour la plaie. Notre inspiration pour SmartHeal vient de nos discussions avec des médecins. Après des mois de consultation, on a constaté qu'on pouvait utiliser nos années d'expérience dans les impressions électroniques pour résoudre le problème des plaies chroniques. James Dyson a tenu à distinguer SmartHeal car cette invention fournit aux médecins et aux patients un élément d'information essentiel, le niveau de pH, qui peut leur indiquer comment une plaie se cicatrise. Grâce au prix, ce nouveau pansement intelligent devrait pouvoir être commercialisé en 2025. Imaginez avoir accès directement depuis votre téléphone à quelques 400 000 particuliers et professionnels du livre qui vous partagent justement leurs meilleures découvertes. Mieux, vous pouvez même échanger avec d'autres lecteurs et libraires sur vos lectures, les leurs, les nouveautés à venir aussi. Et mieux encore, en fonction de vos goûts, de vos lectures et de vos envies, vous recevez aussi automatiquement et de manière personnalisée des recommandations de lecture. Et bien tout ceci est justement réalité avec Glyph et c'est pour ça justement qu'on en parle dans l'école du futur parce que la nouvelle génération pourrait bien s'en emparer massivement. On va en parler dans la première partie du talk. Et aujourd'hui en visioconférence pour nous en parler, Guillaume Debègue, vous êtes le cofondateur de Glyph. Merci encore d'être avec nous. On dit de Glyph qu'elle est l'application, le réseau social qui transforme chaque bibliothèque en réseau social. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter en quelques mots Glyph ? Bien sûr, avec plaisir. En fait, on a créé Glyph parce qu'on a découvert que le livre est un formidable connecteur social. C'est-à-dire que si on discute tous les deux et qu'on se rend compte qu'on a aimé les mêmes livres, ça va nous créer en fait une proximité, ça va nous permettre finalement de créer du lien, de se rendre compte qu'on a des choses à se dire. Maintenant, fondamentalement, la création de Glyph, c'est aussi le fait de se dire que les jeunes générations sont effectivement abreuvées de réseaux sociaux, qui manquent parfois un petit peu de contenu et de profondeur. Et l'idée, c'était d'utiliser la grammaire des réseaux sociaux, d'utiliser finalement ces applications sociales à la Facebook, à la Instagram, pour parler de livres et faire en sorte que
les lecteurs puissent très facilement découvrir des livres, rentrer en contact avec les autres grâce aux livres et aussi revendiquer leurs livres. Donc on peut se représenter Glyph comme une sorte de Facebook dans lequel vous aurez enregistré votre bibliothèque et grâce aux livres que vous avez dans votre bibliothèque, vous allez pouvoir rencontrer d'autres lecteurs, être mis en relation avec d'autres personnes. Et en fait, notre grande surprise, c'était de voir que notamment les jeunes lecteurs, les 15-19 ans, plébiscitent l'application, sont très et finalement ressentent le besoin de revendiquer leur lecture, de revendiquer leur bibliothèque et se créent dans l'application Glyph finalement une persona littéraire et se crée finalement un profil social, qui est un profil social de lecteur, quelque chose finalement de très très différent des profils sociaux qui existent aujourd'hui, que ce soit dans TikTok ou autre. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un écosystème dans lequel un lecteur est défini par l'ensemble de ses livres. Comme vous l'avez dit, les lecteurs peuvent se rencontrer, peuvent échanger, peuvent s'inspirer de la bibliothèque d'un autre. On tient également à mettre en relation les lecteurs avec les libraires. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans Glyph la possibilité, si vous découvrez dans Glyph directement ou par l'intermédiaire d'un ami un livre qui vous intéresse, vous pouvez le trouver dans une des 700 librairies affiliées au réseau Glyph. Et donc, on va pouvoir vous dire que le livre que vous cherchez est, par exemple, disponible place de Clichy, à les librairies de Paris, ou à 300 mètres de là où vous vous trouvez. Donc, en fait, l'objectif, c'est de connecter les lecteurs grâce au livre, c'est de transmettre le goût de la lecture. Parce que finalement nos lecteurs revendiquent leur bibliothèque et revendiquent leurs livres et écrivent des avis. Les lecteurs écrivent chaque jour plus de 500 avis de lecture qui sont disponibles dans l'application. Et enfin, peut-être que la dimension la plus importante, finalement, tourne autour du plaisir de lire. Donc nous, en fait, ce qu'on veut revendiquer, c'est le fait de dire oui, la lecture est importante, oui, j'ai mon application dans laquelle je peux référencer mes livres, ma bibliothèque. Mais ce qui est aussi très très important, le plaisir de lire tourne beaucoup sur le fait de tomber sur les bons livres et d'avoir les bonnes lectures. Je pense que quand on finit un livre qu'on a adoré, en fait on est triste, on se dit quelle va être ma prochaine lecture, et c'est là où Glyph est extrêmement important, c'est-à-dire qu'une de nos spécialités, c'est de pouvoir recommander des livres qui vont vous plaire, parce qu'en fait, on va analyser la composition de la bibliothèque de chaque utilisateur et on va utiliser des moteurs d'intelligence artificielle, donc c'est effectivement des technologies qui sont très à la mode et qui marchent très bien. Et un peu comme Spotify va vous proposer le prochain morceau de musique qui va vous faire danser, nous, on va pouvoir vous proposer la prochaine lecture qui va vous transporter au même titre que les lectures précédentes. Donc, la recommandation, voilà. Donc, l'enjeu, on est vraiment autour du plaisir de lire et transmettre le plaisir de la lecture. Alors, justement, merci beaucoup pour cette présentation, Guillaume Debègue. La lecture fait-elle encore partie, justement, des loisirs préférés des Français en cette année 2023 ? Écoutez, en tout cas chez nos utilisateurs, oui. C'est-à-dire qu'on a une communauté aujourd'hui qui dépasse 700 000 personnes et ce sont des lecteurs. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a en tout cas le livre, en tout cas l'écosystème du livre se porte bien, les gens lisent. Ce qui est très étonnant, c'est de voir que personne n'aurait parié dessus il y a 15 ans, c'est que le livre papier finalement n'est pas remplacé ou est très peu remplacé par de nouvelles formes de lecture, que ce soit, alors oui, le livre numérique progresse, le livre audio aussi, mais le livre papier et les librairies physiques restent extrêmement importants dans le cœur des lecteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les lectures et la lecture se portent très bien. On entend parler, vous avez suivi comme nous tous la rentrée littéraire, en gros entre le 20 août et à la fin du mois de septembre, et après ça va être suivi des prix littéraires, on parle quand même énormément de livres. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les lecteurs de toute génération, y compris les plus jeunes, effectivement, ont un plaisir énorme à lire. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne lisent pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que vous n'aurez pas du tout le même genre de lecture chez un public féminin ou un public masculin. Et bien entendu, les 15-19 ans ne lisent pas les mêmes choses que les 45 ans et plus. Alors, mais tout le monde lit. Merci beaucoup. Justement, selon une étude que vous avez menée en 2021, 28% des jeunes disent ne pas s'intéresser aux sorties littéraires. Comment vous expliquez ça ? C'est lié au nouveau mode de consommation, à l'information par Internet dont on parlait tout à l'heure ?
Alors, je pense que les prescripteurs ont changé, effectivement. Pendant très longtemps, les prescripteurs, c'était, en tout cas avant l'avènement d'Internet, c'était la presse écrite. Et donc, ce qui explique le fait que l'année soit rythmée par différentes sorties littéraires, hein, que ce soit la rentrée du mois de septembre, la rentrée du mois de janvier. Les pratiques changent. Aujourd'hui, les jeunes découvrent la lecture, en tout cas les 15-19. Clairement, TikTok est un véritable prescripteur. Glyph est un prescripteur. Belvedio est un prescripteur. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur des modalités de découverte de la lecture qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, effectivement, le digital est un... Voilà, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'un lecteur jeune aura plus de facilité à poser la question à son téléphone, tiens, dis-moi ce que je pourrais lire, plutôt que d'aller parler à la figure du libraire qui est finalement toujours un peu impressionnant, un peu tutélaire, c'est-à-dire que voilà, des jeunes, ça c'est le premier élément. Deuxième élément qui marche très très fort et qui est capté dans une application comme Glyph, c'est finalement des logiques de pair à pair, c'est-à-dire que les recommandations, mais même chez les adultes, 92% des achats de livres sont liés au fait que j'ai eu une recommandation qui m'a été faite par un ami ou par un proche, où j'ai entendu parler de tel livre lors d'un dîner. Donc vous voyez, voilà, même si les modalités d'accès à la découverte de ma première lecture changent, ça reste globalement finalement des conseils d'amis, des conseils de proches. Et finalement, ce que fait Glyph, ça n'est rien d'autre que de se dire qu'il y a 600 000 personnes qui se mettent ensemble pour me recommander ma prochaine lecture. Alors justement, vous en avez parlé rapidement, on voit aussi se développer une nouvelle tendance, les influenceurs lecture ou des communautés de clubs de lecture en ligne. C'est un secteur qui est donc en pleine mutation, on le voit, on parle aussi, vous avez évoqué le sujet rapidement, on parle aussi des livres audio, des liseuses aussi. C'est un secteur qui bouge là en ce moment ? Écoutez, ça bouge énormément. Je pense que le livre audio, effectivement, c'est une nouvelle pratique de la lecture. C'est-à-dire que ce qui est quand même complètement étonnant avec le livre audio, c'est qu'on peut lire tout en conduisant. Donc c'est quand même quelque chose d'absolument révolutionnaire. Oui, les pratiques changent, les pratiques évoluent. Maintenant, ce qui demeure, c'est le fait que le livre reste un outil absolument fondamental finalement de construction de soi, de construction d'une identité, d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le livre est une porte ouverte vers l'échange, vers les autres. Donc c'est une ouverture aux autres, c'est une ouverture autrui. Donc je pense que finalement, et quelles que soient les modalités d'accès au livre, que ce soit effectivement du livre audio, du livre papier, ou d'autres formes de livres digital, ou que ce soit l'accès au livre dans des médiathèques ou en librairie ou un prêt chez un ami, finalement cette dimension de finalement le livre me construit, participe, me fait réfléchir, participe de qui je deviens et de comment je progresse en tant qu'humain. Finalement, ça c'est très très fort. Et moi, quand j'observe, une des raisons pour lesquelles j'ai créé Glyph, c'était en observant mes deux enfants qui étaient petits à l'époque, qui étaient de plus en plus fascinés par les écrans et par les téléphones. Et je me disais, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour remettre le livre au cœur du jeu et au cœur d'un téléphone. Et en fait, l'idée de Glyph est venue de ça, c'est de dire, finalement, il faut que j'utilise finalement, qu'on utilise de façon vertueuse toutes les bonnes recettes, parce que les réseaux sociaux ont quand même des éléments, en tout cas sont une innovation passionnante et pertinente, de se dire, utilisons ces technologies-là, mais pour parler de livres et pour parler du livre et faire en sorte que les gens conserve le goût de la lecture et découvre ou redécouvre la lecture. Et moi, ce qui est au tout début de l'aventure, en fait, quand je me suis rendu compte que dans notre équipe de développeurs informatiques, il y avait des gens qui disaient, tiens, à force d'entendre parler de livres, grâce à Glyph, je me suis remis à lire, je me suis dit qu'on avait gagné quelque chose. Et justement, on va continuer à parler de ce sujet-là, on va aussi voir avec vous quels sont les genres littéraires préférés des Français, et puis on va parler du rapport des jeunes à la lecture aussi. Mais juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité Guillaume Debeil, cofondateur de Glyph. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Alors Jeanne, avec vous aujourd'hui, on part à Avignon et plus particulièrement au Palais des Papes, puisque vous nous emmenez dans une fantastique exposition de l'artiste française Eva Jospin. Oui, absolument, parce que le Palais des Papes, eh bien, en plus d'être la plus grande construction gothique de l'Occident au Moyen-Âge, on parle de 15 000 m², c'est-à-dire l'équivalent de 4 cathédrales gothiques environ, eh bien, ce bâtiment, il accueille depuis des années des expositions d'art contemporain. Alors, on a pu y voir dialoguer avec ces pierres du XIVe siècle, les araignées géantes de Louise Bourgeois, ou les peintures en grisaille de Yan Pei-Ming, difficile à dire. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'artiste française Eva Jospin d'y installer ses œuvres. Alors évidemment, ce nom vous est familier. Et en effet, Eva Jospin, c'est la fille de notre ancien Premier ministre Lionel Jospin. Mais c'est loin d'être que ça. Eva Jospin, c'est avant tout une artiste, une sculptrice, une scénographe de 48 ans qui a un talent absolument délirant. Alors pour ceux qui découvrent comme moi son œuvre pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu son parcours? Absolument. Alors elle est loin donc de suivre les pas de son père, Eva Jospin, puisque c'est des Beaux-Arts qu'elle sort diplômée en 2002. Et depuis, elle a réalisé des œuvres pour un nombre incroyable de musées nationaux et internationaux. Alors, on va le voir sur les images, hein, toutes les œuvres d'Eva Jospin ont pour point commun bien, le même matériau qui est le carton. Ce matériau, qui est un matériau de rebut, elle le tire à l'opposé juste vers une immense majesté, une incommensurable noblesse. Elle le travaille depuis son atelier situé dans le 11e arrondissement à Paris. Et elle va jouer en fait avec toutes les possibilités plastiques du carton. Elle le ponce pour lui donner une teinte blanche. Elle le cisèle, elle le sculpte, elle le traite en haut relief et qui est tout en jeu d'ombre et de lumière. Et cette maestria, ça lui a valu d'être invitée en dehors du milieu muséal. Par exemple, notamment dans le domaine du luxe, elle a collaboré avec plusieurs acteurs du luxe, avec Ruinart. Elle a fait un coffret de Jéroboam de Ruinart. Elle a fait un flagship de Max Mara à Milan, ou encore à plusieurs reprises avec la maison de haute couture Christian Dior. Donc elle fait aussi des défilés. Absolument. Et le plus impressionnant d'entre eux a eu lieu cet été. C'était le défilé printemps-été 2023 de Dior. Elle a en fait réalisé la scénographie. On voit ici le montage. Elle est invitée par la directrice artistique de Dior, Maria Garcia Curie, qui signait une collection inspirée par les habits portés par Catherine de Médicis. Et donc la directrice artistique de Dior, elle a demandé à Eva Jospin d'imaginer une œuvre, une scénographie en lien avec l'univers merveilleux des jardins. Et en fait, cette œuvre-là qu'on voit, à Avignon, on la retrouve, cette œuvre qui avait servi au défilé. Son titre, Côté cour, côté jardin, qui est donc un peu un clin d'œil au festival de théâtre de la ville d'Avignon. Et elle est installée aujourd'hui dans la grande audience du Palais des Papes. C'est en fait un vaisseau de 52 mètres de long dans lequel, au XIVe siècle, avaient lieu les cérémonies religieuses de la papauté. Et donc, quelques 7 siècles après, on a une œuvre qui s'y intègre dans cet univers à merveille, avec une communauté de tons beige et qui redouble à la fois la minéralité du lieu et qui, en même temps,
apporte un aspect végétal, chaotique, qu'on a vu dans les lianes de carton ou dans les coquillages, en fait, qui viennent se nicher sur les stalagmites de carton qu'elle met en scène. Alors justement, où est-ce qu'elle va chercher toute cette inspiration ? Eh bien, on le voit en fait dans ces sculptures architecturales qui, au Palais des Papes, mesurent jusqu'à 10 mètres de haut. Là, c'est une œuvre qui s'appelle Cénotaphe. Eh bien, Eva Jospin, elle s'inspire de l'architecture baroque italienne, des fontaines romaines, des folies architecturales qui sont comme celles bâties dans les villas d'Est ou la Villa Lita en Italie. Et on l'écoute parler de cet intérêt-là, justement, sur ces images. Il y a beaucoup de lieux enchanteurs, étranges, et un lieu que j'affectionne particulièrement, qui est la Villa Lita à Lainate, et qui se trouve à côté de Milan. Et ces grottes, elles ont aussi un aspect presque kitsch d'une certaine façon, parce que c'est une accumulation de formes qui se contredisent, qu'on n'est pas habitué à voir ensemble. C'est-à-dire un faux décor peint, des parties architecturées, des sculptures. C'est tout un mélange qui, moi, me fascine dans son outrance et dans sa liberté. Alors l'exposition, elle est donc magnifique comme vous l'avez vu. Elle est visible jusqu'au 7 janvier 2024. Et donc si vous avez l'occasion de passer par Avignon, je ne peux que vous encourager à aller rêver parmi ces forêts cartonneuses d'Eva Jospin. Merci beaucoup en tout cas, Jeanne. On se régale avec vos chroniques. Merci infiniment. Et puis nous, on va continuer dans la deuxième partie du talk à parler des genres littéraires préférés des Français et puis les habitudes de consommation des jeunes face à la lecture et face aux écrans aussi. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Comment créer du lien social grâce aux livres ? Comment donner aux jeunes l'envie de lire aussi, aux enseignants l'idée de trouver des lectures justement pédagogiques pour leurs élèves qui changent et qui les poussent à découvrir de nouvelles œuvres, de nouveaux genres littéraires ? Voilà quelques questions qu'on va continuer de poser à Guillaume Debègue, cofondateur de Glyph, qui est en visioconférence en duplex avec nous aujourd'hui. Guillaume, je vais vous poser une autre question en lien avec tous ces sujets. Selon une étude du Conseil national du livre, le temps consacré à la lecture des 7-25 ans est bien inférieur à celui qui est passé malheureusement sur les écrans. Quelques chiffres, 3h14 par semaine sur un livre contre 3h50 par jour sur un écran. Est-ce que ça explique pourquoi les jeunes ont tendance à décrocher un petit peu de la lecture et de la littérature quand ils sont adolescents ? Je pense que ça ne concerne pas que les jeunes. Si vous vous rappelez, il y a quelques années dans le métro, les gens avaient des livres. Mais même les gens de mon âge et des gens de votre âge, aujourd'hui, ces mêmes personnes, elles ont un téléphone entre les mains. Donc je pense que les pratiques ont changé pour à peu près tout le monde et je ne pense pas qu'on puisse finalement se dire que ça ne concerne que les jeunes. Maintenant, effectivement, vous avez raison de dire que finalement, aujourd'hui, il y a une concurrence de différents médias. Une concurrence accrue de différents médias et donc aujourd'hui on ne consomme plus les médias de la même manière. C'est-à-dire que si on regarde la presse par exemple, je pense que la grande majorité des consommateurs de nouvelles vont les consommer plus facilement en lisant Le Monde ou l'Express sur leur téléphone qu'en achetant l'exemplaire papier. En ce qui concerne la lecture, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que oui, le temps de lecture des jeunes baisse, mais je pense que le temps de lecture général des lecteurs baisse. Oui, il y a une concurrence. Il y a eu quand même, vous avez suivi comme moi tous les débats sur le fait que toutes les applications utilisent des ressorts psychologiques et veulent effectivement créer de l'addiction chez les lecteurs. Et je pense qu'effectivement, des applications comme Instagram, comme TikTok ou autres, effectivement, jouent énormément de ces ressorts-là. Finalement, nous, l'objectif de Glyph, c'est de proposer une alternative, c'est de dire oui, en fait, nous, le paradoxe de Glyph, c'est de dire qu'on a une application qui utilise les mêmes codes, dans la mesure où, finalement, il y a une représentation de soi dans un espace numérique, c'est-à-dire que dans Glyph, j'existe en tant que lecteur avec une persona numérique dans un réseau social, mais le paradoxe de Glyph, c'est justement de dire, nous, ce qu'on veut, c'est que la personne, à un moment donné, éteigne son téléphone ou ferme l'application pour se plonger dans un livre. Donc, on est effectivement, on joue, en tout cas, on est dans des paradoxes et nous, ce que l'on cherche à faire, c'est justement utiliser le numérique pour
rendre, ou en tout cas pour faire la promotion du livre et pour faire en sorte que ces jeunes effectivement de 15-19 qui passent effectivement les chiffres que vous donnez, 3h50 par jour sur un écran, finalement qu'on ait des incitations pour les envoyer vers du livre papier, et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que TikTok, le phénomène BookTok, qui aujourd'hui est devenu un énorme prescripteur de livres, finalement ça montre bien qu'il est possible, en tout cas que les réseaux sociaux et que les téléphones portables et que ces médias digitaux peuvent générer du désir de lire, peuvent permettre de lancer des auteurs, peuvent permettre de mettre en relation des nouveaux lecteurs avec du contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux sociaux sont aussi un vecteur d'acquisition de nouveaux lecteurs et de promotion du livre. Donc je pense qu'il est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et au contraire, de se dire, essayons de profiter du fait que nos jeunes passent 3h50 par jour devant un écran pour essayer de faire en sorte qu'ils passent un peu plus de 3h14 par semaine à lire et à prendre du plaisir pour lire. Et c'est d'autant plus important que le temps qu'on passe à lire n'est pas du tout du temps de la même qualité que le temps qu'on passe devant un écran. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le temps de la lecture, vous êtes dans un temps pour vous, dans un temps ralenti, dans un temps d'introspection, de la construction de soi. Quand vous êtes dans la temporalité d'un réseau social et en face d'un écran, vous êtes finalement dans un temps qui n'existe pas, qui est très évanescent, et on n'est pas dans la construction de soi, on est dans une absence de temps d'une certaine manière. Merci beaucoup Guillaume. Je voyais, Jeanne, vous vouliez réagir, je crois, à tous les propos. Oui, non, je suis un peu d'accord avec vous. En fait, il y a Serge Gainsbourg qui disait que le livre, c'était le billet d'avion le moins cher qui existe sur cette planète. Et en effet, c'est un voyage intérieur qui développe sa propre temporalité, vous l'avez dit, et qui depuis en fait l'invention du cinéma, le début des écrans, a inquiété tous les lecteurs au moment de l'invention du cinéma, et voilà, justement pour ce côté actif et cette temporalité qu'on impose. Merci beaucoup Jeanne. Vous voulez réagir peut-être, Guillaume? Pardon. Je pense qu'on est aligné. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le paradoxe du livre, c'est-à-dire qu'on est, finalement, en étant immobile dans un fauteuil ou dans un lit avec un livre entre les mains, on est finalement beaucoup plus actif et beaucoup plus créatif, et je pense qu'on active des réseaux de neurones, et on active finalement des mécanismes de pensée que l'on n'active pas du tout quand on scrolle sur un fil d'actualité dans un réseau social. Ce qui fait aussi votre différence, Guillaume Debec, c'est la capacité de ciblage de Glyph, qui permet d'organiser quelque part la rencontre entre un livre et son lecteur. Ce qui pourrait évidemment rapprocher davantage de jeunes qui ont été déçus par leur lecture vers des livres qui pourraient les intéresser. C'est ça aussi que vous voyez, les retours que vous avez de la part des jeunes utilisateurs de Glyph? C'est ce qu'on cherche. Moi, en tout cas, avant de créer Glyph, j'ai le souvenir d'être allé dans une librairie avec mon fils, qui à l'époque devait être en CM1. Et la libraire lui sortait plein de bouquins. Il disait non, pas ça, pas ça, pas ça. Et puis à un moment, elle dit c'est ça. Et en fait, c'était Eragon. Et c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne se rappelait pas du nom en tout cas du nom de l'ouvrage, mais il se rappelait, il attendait que cet ouvrage lui passe sous les yeux. Et en fait, c'était quelqu'un dans sa classe qui lui avait parlé de ce titre. Je pense qu'on est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on va entendre parler d'un titre, d'un auteur. Les enfants sont pareils. On le note ou on ne le note pas quelque part. On se dit, je me rappellerai bien quand je serai chez le libraire. Sauf que le libraire n'a pas forcément tout. Sauf qu'un libraire va avoir 10-20 000 références dans son magasin. Et donc, on arrive, on est perdu et on ne trouve plus ni le nom de l'auteur, ni le titre. Et donc l'objectif de Glyph, effectivement, c'est d'avoir sous la main, déjà de pouvoir très facilement, quand on parle d'un bouquin, le fait de dire, tiens, je vais tout de suite l'enregistrer, je vais le mettre dans ma wishlist. C'est-à-dire, voilà, ça remplace le post-it, et je sais que j'ai ma liste de souhaits de lecture qui est dans mon téléphone. Ce qui est plutôt sympa, c'est que derrière, les grands-parents ou la famille peuvent savoir quoi faire comme cadeau à un ado, le cadeau utile parmi les bouquins qu'il a envie de lire. Donc je ferme cette parenthèse-là. Je suis désolée, je vais devoir vous couper, on pourrait en parler pendant des heures, Guillaume, mais on arrive à la fin de l'émission.
l'émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté Glyph, puisque c'est ce que vous faites, stimuler l'appétit des Français, tout en permettant aux auteurs, aux éditeurs aussi, et puis aux libraires de trouver leurs lecteurs. Et puis c'est aussi une plateforme qui s'adapte aux nouveaux modes de consommation des jeunes. Ça s'appelle Glyph. C'est disponible aussi sur tous les stores. Merci d'être venu en tout cas dans l'émission nous parler de Glyph. Merci aussi à Jeanne Dreyfus d'avoir été avec nous pour ces chroniques toujours aussi passionnantes. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve très très vite dans l'école du futur.